le chat GPT, OpenAI et IA génératif. Donc au-delà de la hype, vers une nouvelle révolution de l'IA. Et je vous présente nos intervenants. Donc Laetitia Camini, chef de projet R&D IA chez Accenture. Erwan Lepnek, le professeur de mathématiques appliquées à l'école polytechnique. Après, on a Guillaume Leroy-Méline, directeur technique chez IBM. Et finalement, Thierry Rayna, professeur de management de l'innovation et directeur de la chaire Technology for Change à l'école polytechnique. Donc, je vous souhaite bienvenue. Je vous remercie d'avoir donné cette occasion de parler de l'IA. Et on va commencer doucement par l'explication, la définition de tout ce qui est l'IA, machine learning, deep learning, générative IA. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment donner une brève explication donc comment ça marche et tout. Et je donne parole à Erwan Lepnek. Bonjour à tous. Donc on est aujourd'hui pour essayer de parler de ces nouveaux outils dont on entend un peu parler ces derniers temps, de génération de choses, des images, des textes à partir de je sais pas comment on peut, de stimulation, une description, et vous arrivez à avoir des images. Et ce dont on va parler le plus aujourd'hui, c'est un bout de texte, et on a la suite qui apparaît après. Donc c'est ça qu'on appelle l'IA génératif. On m'a donné 2-3 minutes pour essayer de vous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On discutera ensuite plutôt de l'utilisation et des limitations. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des technologies qui ne sont pas totalement nouvelles, hein. GPT ou les moteurs de génération de texte. Ce qu'on utilise en ce moment, c'est à peu près la même chose que ce qui se faisait il y a 5 ans, ce qui, à l'échelle de l'intelligence artificielle en ce moment, est la préhistoire. Il n'empêche que ça marche plutôt bien. Ce n'est pas des choses qui sont fondées sur des règles que des experts auraient pu mettre à l'intérieur du logiciel, dans lequel on programme tout pour donner les réponses, mais c'est des logiciels qui vont apprendre, pas d'eux-mêmes, on les guide quand même pas mal, à créer des textes. Et la manière dont les logiciels de génération de texte sont entraînés, c'est le mot qui est utilisé, c'est en leur appelant à compléter des textes. La tâche principale de ces modèles, c'est de prédire quel serait le mot suivant qui serait naturellement utilisé dans un large corpus de documents. Typiquement, les grandes entreprises, elles ont aspiré tout ce qui traînait sur Internet et au-delà, et elles utilisent ça pour apprendre à prédire le mot suivant. Il y a des petits ingrédients supplémentaires sur lesquels on reviendra après, mais la grande tâche, c'est ça. La grande différence par rapport au prédictif classique, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse, mais il y a une pluralité de réponses. Si je vous demande de dessiner un canard, il y a plein de manières de dessiner un canard. Alors, ce n'est pas moi qu'il faut le demander, ce ne sera pas terrible, mais il y a plein de manières d'avoir une bonne réponse. Même chose sur le texte, il n'y a pas une unique réponse possible, il y a une pluralité. On ne sait pas exactement décrire ce qui est bien ou pas bien, donc le problème réel qui est fait, c'est de reproduire un peu ce qu'un humain moyen aurait pu faire. Je vérifie que je suis à peu près là. Donc on en est à peu près là. Voilà le gros du corpus. Et c'est ces choses-là qu'on utilise maintenant de manière très simple. Vous allez sur OpenAI, vous ouvrez un petit compte et vous pouvez interagir avec la machine, entre guillemets, taper du texte, vous recevez une réponse, vous réagissez, et il va essayer de compléter les choses par la suite. Au niveau de l'entraînement, peut-être qu'on peut dire que pour l'instant, c'est des choses qui sont essentiellement faites de manière centralisée, de manière assez fermée, mais ce ne serait pas forcément la seule possibilité. Je te laisse, Laetitia, rebondir là-dessus. Tout à fait. Effectivement, lorsqu'on entraîne une intelligence artificielle, c'est-à-dire lorsqu'on lui apprend en fait à réaliser une tâche, on peut s'y prendre de plusieurs manières. Et sachant que finalement le carburant de tout cet entraînement, c'est la donnée, en fonction de la localisation qu'on va avoir de cette donnée. Donc, soit elle est centralisée, c'est-à-dire regroupée à un seul endroit, sur un seul serveur, par exemple, sur lequel on va faire tourner ces algorithmes d'apprentissage, ou alors cette donnée va être localisée dans différents endroits, sur différents serveurs, pour diverses raisons. Et donc là, on pense plus, on envisage plus un apprentissage décentralisé, donc qui peut être bien utile
dans les cas où on est confronté à des problèmes de confidentialité de données ou même à des problèmes de ressources, en fait, parce qu'on n'a pas la possibilité forcément de transférer des masses de données vers un lieu central. Donc, voilà, ces deux types d'apprentissage aussi sont à considérer. Et c'est vrai que des questions aujourd'hui tournent autour de savoir à quel moment, en fait, ou dans quel contexte il est plus opportun de passer sur un apprentissage décentralisé. Et bon, on pourra en parler un peu plus pendant la table ronde. Pour terminer cette partie technique, peut-être qu'on peut se poser la question, mais comment ça marche? Et la réponse est personne ne sait. On sait ce qu'on fait, on peut décrire tous les calculs, on connaît le principe pour entraîner ces modèles, on observe leur performance en ce moment. Vous avez des articles scientifiques écrits par des leaders de la recherche théorique en optimisation et en apprentissage qui se sont amusés à essayer de faire dessiner une licorne à ChatGPT qui ne savait pas dessiner à l'époque en lui faisant décrire ce schéma sous forme de composition de formes. Et ils étaient très heureux de voir que ChatGPT pouvait générer une licorne. Ce n'est pas du tout scientifique comme démarche. On explore, on essaye de voir ce que ça sait faire, puisque c'est des choses qui ont été entraînées pour imiter notre capacité à rédiger du texte. Et quand on les utilise, on se pose la question, est-ce que le texte qui est produit est utile ou pas? Ce n'est pas pour ça que ça a été fabriqué. Il n'empêche que ça a l'air de marcher un petit peu. Il y a quand même une certaine hype autour de ça pour faire une transition. Merci beaucoup. J'espère que c'est plus clair maintenant. Qu'est-ce que c'est l'IA? Et donc, il y a un buzz massif sur l'IA depuis novembre, tandis que l'IA existe depuis longtemps et était déjà au cœur de l'actualité de ces dernières années. Donc, qu'est-ce qui a vraiment changé? Est-ce que c'est la technologie, les algorithmes, les sources de données, peut-être le business model? Donc, je laisse parole de nouveau à Erwan et au Guillaume. Donc, j'ai peut-être mentionné effectivement qu'il n'y a pas une évolution technologique, en tout cas d'un point de vue algorithmique majeur sur les 5 dernières années. Alors, vous allez me dire, ça marche beaucoup mieux qu'il y a 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On a juste été moins fin. On a augmenté le volume de données qui était ingéré pour ces modèles. Pour donner des ordres de grandeur, on estime que ces modèles sont entraînés avec à peu près 1000 fois plus de mots qu'un humain va voir pendant toute sa vie, va entendre pendant toute sa vie. Et on va augmenter la taille des modèles. Alors vous savez peut-être que ça tourne sur des cartes graphiques maintenant, parce qu'on sait faire du calcul, mais c'est des modèles qui ne tiennent pas sur votre carte graphique, sur votre ordinateur ou même sur votre gros ordinateur à la maison. C'est énorme, c'est des milliards de paramètres, puissance de calcul phénoménale, mêmes algorithmes qu'avant, et des résultats vraiment impressionnants. Et pour compléter un petit peu, effectivement, il y a aussi une course de vitesse qui a été effrénée aussi entre les différents fournisseurs de ce type de solutions. Comme le disait Erwan, toutes les technologies, tout ça existait. Ce qui n'existait pas, en fait, c'est cette mise à disposition auprès du grand public de ces technologies. On a connu Midjourney il y a quelques années pour la génération d'images. En fin d'année dernière, on a connu donc ChatGPT, et ça ne fait que continuer depuis 2 ou 3 mois. Il y a maintenant Bing qui propose son moteur de recherche augmenté avec des systèmes GPT. Une énorme différence qu'il y a, c'est que ces systèmes ne sont pas encore complètement finalisés, et on a mis ça dans les mains des utilisateurs. Et les utilisateurs ont fait leur feedback. Et ça, c'est quelque chose qui a radicalement changé en termes de comportement, de mise à disposition de ce type de technologie. C'est testons. On va se prendre des retours. On va nous dire que les modèles sont biaisés. On va trouver les limites de tout ça. Mais dans tout ça, effectivement, dans 80% des retours qui vont être faits par les utilisateurs de tous ces systèmes, eh bien, on va avoir des retours utiles. Et c'est une sorte d'enchaînement qui va se créer et qui va dire que je mets à disposition cette technologie auprès des utilisateurs, même si ce n'est pas parfait. Et derrière, je récupère le résultat de ce training, c'est-à-dire qu'à travers l'utilisation de cette technologie-là, vous donnez aussi un feedback qui va servir à entraîner au fur et à mesure les prochaines générations. Donc,
C'est clairement une notion de ressources et de mise à disposition de moyens, puisque aussi ça prend un temps phénoménal et un argent phénoménal pour entraîner ces systèmes. On en parlera un peu plus tard de la partie est-ce que c'est soutenable ou pas. Mais on est rentré dans une spirale qui fait que la mise à disposition va entraîner de nouveaux modèles de plus en plus puissants. Et on va le voir dans les mois et les années qui viennent, où de prochains modèles auront appris finalement du comportement des modèles précédents. Je pense que oui, merci beaucoup Guillaume, mais je pense que c'est vraiment ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que avoir la hype massive à laquelle on est témoin de nos jours, on peut vraiment penser qu'il y a eu un saut technologique majeur en fait. Et d'ailleurs, la plupart des gens, la plupart des commentaires d'ailleurs laissent à penser qu'il y a eu un saut technologique majeur, alors que mes collègues l'ont dit, c'est pas du tout le cas. C'est grosso modo la même technologie qu'on utilise depuis de longues années. Ok, on a utilisé plus de données, on a plus de puissance de calcul, on avance, mais en tout cas, c'est certainement pas une rupture technologique. Et de mon point de vue de chercheur en management de l'innovation et des technologies, finalement, ça rappelle d'autres histoires, puisqu'on parle toujours de rupture technologique, mais en fait, ce n'est pas du tout le bon qualificatif. Ce n'est pas la technologie qui fait la rupture, c'est l'usage. Et comme Guillaume vient de le dire, effectivement, ce qui est vraiment fondamentalement différent, c'est que ces technologies qui étaient bien gardées sous clé, sous cloche, par des entreprises pour des usages bien précis, qu'elles décidaient, du jour au lendemain, se sont retrouvées libres, en tout cas au niveau de l'usage, on parlera de la liberté plus tard. Et comme Guillaume le disait, les gens ont pu essayer tout un tas de choses, absolument tout un tas de choses, et certaines ont donné des résultats très intéressants, d'autres probablement beaucoup moins, et c'est ça qui crée la rupture, et de fait, c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque avec le web. Vous êtes pour la plupart un peu plus âgés que mes étudiants, donc vous vous rappelez le Web 1 avant le Web 2.0, quand c'était finalement l'Internet, c'était finalement quoi, des catalogues en ligne, des bons de commande par correspondance en ligne, et puis du courrier en ligne. C'était une jolie évolution, mais pas vraiment une révolution. Évidemment, la disponibilité des technologies de plateforme que les entreprises utilisaient à tout un chacun par le Web 2.0, ce qui est devenu les médias sociaux, c'est ça qui a fait vraiment la révolution. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a une telle hype. Ce n'est pas, encore une fois, un bouleversement technologique, c'est véritablement un bouleversement en termes d'usage, et c'est ça qui crée la rupture. Super, merci beaucoup Thierry. Donc on a commencé de parler un peu de hype, et donc une des conséquences de hype, du coup, c'est l'apparition de nouveaux acteurs. Donc les GAFAM, par exemple, et les autres entreprises traditionnelles de la tech qui pourraient utiliser largement l'IA, semblent complètement dépassées. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Et est-ce que les nouveaux acteurs, comme OpenAI, etc., disposent-ils des technologies ou des ressources que les GAFAM ou Big Tech n'ont pas? Alors, il y a plusieurs modèles qui apparaissent. Il va y avoir en fait le modèle plus d'une IA centralisée sur lequel on ne sait pas quelles sont les données qui ont été utilisées pour l'entraîner, sur lequel on ne sait pas quelles ont été les conditions d'entraînement, est-ce que ça respecte les biais, est-ce que ça respecte les droits des utilisateurs, etc. Ça, c'est une approche qui existe, qui fonctionne, puisqu'elle permet de mettre à disposition aussi des API auprès du grand public, qui permet à n'importe qui ici de créer une première application à base d'IA. Donc on peut citer par exemple des modèles comme ceux d'OpenAI. Donc ça, c'est un premier type de modèle, entre guillemets, qui est fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a une très forte utilisation de la technologie par Microsoft, c'est normal, pour justement l'implémenter dans des systèmes comme Office, comme Copilot, pour vous aider à générer des designs, du texte, de la traduction, etc. Donc, c'est un petit peu, j'allais dire, la massification de l'usage de l'intelligence artificielle à travers ce modèle-là dit d'API. Je mets à disposition une API et je permets à n'importe qui de créer son application.
Le deuxième modèle est un peu différent, c'est celui que je vois à travers celui de Bloom. Par exemple, Bloom est un modèle d'intelligence artificielle de type Large Language Model aussi, d'IA comme on vient de le dire, qui a été entraîné sur le supercalculateur Jean Zé en France, et dont l'apprentissage et les données qui ont été utilisées ont été, entre guillemets, libérées, et on peut, n'importe qui peut réutiliser ce modèle-là, mais il nécessite de mettre à disposition finalement l'infrastructure de calcul pour exécuter ces choses-là. On va retrouver un petit peu la même chose avec Stable Diffusion, qui est aussi dans le domaine de l'analyse d'images. Et de la même manière, le modèle est open source. Si on a la puissance machine nécessaire, on peut faire tourner le modèle chez soi, dans un environnement fermé. C'est intéressant parce que ça veut dire que les données ne sortent pas, donc on peut avoir quand même une certaine souveraineté de la donnée qui est utilisée pour justement poser des questions à ces modèles. Et le troisième modèle, en fait, c'est une des voies que IBM a choisi avec IBM Research, c'est de mettre à disposition aussi des modèles et une capacité de calcul sous la forme d'API, mais aussi en ouvrant, en fait, en disant quelles sont les données qu'on a utilisées pour entraîner ça. Est-ce qu'on a testé par rapport à des biais politiques, hommes-femmes, etc., ce modèle-là? Plusieurs tailles de modèles possibles, c'est-à-dire de dire j'ai besoin d'un modèle extrêmement rapide, mais qui est peut-être moins précis, mais qui consomme quasiment rien, versus un modèle qui est extrêmement précis, mais qui consomme un peu plus, etc. Donc, il y a vraiment les trois typologies de démarches qui ont toute leur utilité, on va dire, dans le monde qui vient. À nous, chacun d'entre nous, de faire le bon choix du modèle qu'on veut utiliser en fonction du cas d'usage qu'on veut faire. Super, merci beaucoup. Je laisse parole à Robin, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, peut-être pour dire que quand même que les GAFAM ne sont pas totalement à la rue. Pourquoi? Parce que c'est quand même des expériences qui coûtent extrêmement cher. Pour donner des ordres de grandeur, encore une fois, on estime qu'il faut à peu près un investissement de 100 millions de dollars en matériel, et pour entraîner un modèle, c'est 10 millions de dollars. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Donc il faut des groupes qui soient adossés à du financement, donc soit des grands groupes, soit des projets comme OpenAI qui se sont retrouvés en fait extrêmement bien financés par Microsoft en particulier. Il y a quelques startups qui se sont développées sur le thème, mais elles ont été très 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 bien servies en fonds d'amorçage. C'est souvent des entreprises qui ont eu vraiment de l'ordre de centaines de millions de dollars juste quasiment sur le slide deck. Donc, on a besoin de ressources, comme l'a dit Guillaume. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que une consommation par les grands groupes. C'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser à travers des API, à travers plusieurs styles dans des échelles variées. Donc, les GAFAM, pas complètement à la rue et sont très, très, très présentes. Même s'il y a des modèles simplifiés qui commencent à être mis à disposition, qui permettent, pour des coûts beaucoup plus modestes, on peut trouver des modèles qui s'adaptent pour quelques milliers de dollars, pour quelques centaines de dollars, à des tâches spécifiques. Donc une grande gamme, comme le soulignait Guillaume. Merci beaucoup. Je pense que, pardon, si je peux me permettre de compléter, je pense que ça pareil, du point de vue plutôt stratégie, enfin, c'est un cas qui est vraiment intéressant en fait, puisque on voit bien que pour les GAFAM, c'était difficile de rentrer en concurrence avec ces nouveaux acteurs, tout simplement parce qu'en fait, ils ont du mal à être aussi bons que ces nouveaux acteurs, parce qu'ils ne peuvent pas être aussi mauvais en fait. C'est-à-dire que quand OpenAI se retrouve avec un algorithme comme ChatGPT qui fait des erreurs, bah, ce n'est pas dramatique, ils viennent juste de commencer. À la rigueur, les gens trouvent ça marrant ou mignon, ou ce que vous pouvez imaginer. Mais dès que Google ou Microsoft fait la moindre erreur, ou ce qui est considéré comme étant la moindre erreur, sachant que, comme mes collègues, notamment Erwan l'ont dit, il n'y a pas de bonne réponse. Hein. C'est le principe même de l'IA générative, c'est des réponses, il n'y en a pas de bonne. Ben là, à ce moment-là, tout de suite, ça fait la une des journaux, et il est évident que les conséquences d'être mauvais pour des acteurs comme les GAFAM ou les entreprises établies sont énormes. Hein. Si effectivement une de ces entreprises se retrouve avec un algorithme qui est biaisé, raciste, sexiste, etc., bah, ils vont se retrouver tout de suite avec des gros problèmes, notamment judiciaires, alors qu'on peut être sûr que les startups, elles, en général, on va probablement les laisser un petit peu plus tranquilles jusqu'à ce qu'elles grossissent.
Cependant, un point qui est assez intéressant, c'est que à chaque fois qu'on a des évolutions techniques comme ça, on se dit, en fait, c'est bon, on s'est débarrassé des intermédiaires. On a déjà eu le cas précédemment. Et c'est vrai que là, on pourrait se penser que finalement, on n'a plus vraiment besoin des plateformes, on n'a plus besoin des GAFAM, puisqu'on a des algorithmes qui vont nous permettre de trouver l'information, de faire tout un tas de choses entre nous de manière assez décentralisée. Or, évidemment, la question se pose de savoir si les plateformes de demain, ce seront toujours les GAFAM ou si d'autres acteurs vont émerger. Ça, c'est tout à fait possible. Mais plus on va utiliser ces algorithmes et plus on va avoir besoin d'un intermédiaire qui va être capable de certifier que tout va bien se passer. Comme Erwan le soulignait, ces algorithmes sont complètement boîte noire. On ne sait pas du tout ce qui s'y passe. À part les faire tourner, on ne peut pas vraiment prédire ce qui peut mal se passer. Donc on n'est pas dans la situation habituelle d'un App Store où un développeur va soumettre un logiciel avec du code explicite que Apple ou Google va devoir essayer de déchiffrer pour voir s'il peut se passer quelque chose de pas bien. Là, on est dans une situation où ce qu'ils récupèrent, c'est une boîte noire et il faut qu'ils essayent de deviner ce qui va se passer. Et ça, il est évident que dans cette situation d'incertitude, il y a une place prépondérante pour des acteurs qui vont accepter d'être responsables de la vérification et puis surtout d'être responsables si ça se passe mal. Merci beaucoup Thierry. On va commencer un peu. On a déjà commencé un peu de parler des risques et opportunités. Et vous avez dit que voilà, il y a un acteur qui doit être responsable du coup pour l'IA. Donc, est-ce que ça veut dire que les algorithmes ne sont pas fiables ou sont biaisés ou sont le source de danger? Et si oui, lequel? Personne ne sait ce que ça veut dire fiable pour une génération de texte. On sent bien que ça ne marche pas parfaitement. Vous avez entendu sans doute parler des hallucinations. L'algorithme est prévu pour produire un texte qui ressemble à un texte qui est sur Internet. Il n'y a aucune garantie de véracité là-dessus. Et il assure avec un aplomb, je vais faire une mauvaise blague ici, digne du plus fort consultant, tout et n'importe quoi. Mais il peut aller très très loin dans le n'importe quoi. Il va toujours ou presque répondre à vos questions. En tout cas, le modèle de base répond à toutes les questions en prolongeant votre texte avec quelque chose qui ressemble à ce qu'on pourrait avoir exprimé. Ils sont biaisés, bien sûr. Encore une fois, ils reproduisent ce qu'ils ont vu. Donc, suivant ce que vous avez donné à manger, la sortie va être différente. Il n'y a pas de vérité absolue pour un ordinateur comme pour autre chose. Donc, est-ce qu'on comprend ce qu'ils font? Non. Est-ce qu'on peut les utiliser? Bien sûr. Il y a besoin de contrôler ce qui se passe. Le premier contrôle, qui est le plus classique, ça reste le contrôle humain. Vous lancez, vous regardez, ça vous plaît pas. On relance, on remodifie, on rechange la question jusqu'à obtenir un résultat qui est décent. En réalité, beaucoup de ce qu'on voit, il y a beaucoup de curation. Pour arriver à un résultat élégant, surtout sur les images, il y a un peu de travail derrière. Ce n'est pas le premier jet qui marche à tous les coups, même si le premier jet peut déjà être pas mal. Il y a une autre forme de contrôle qui est peut-être un peu plus cachée. J'ai dit depuis le départ que on les avait entraînés pour reproduire les textes qui étaient sur Internet. Ce n'est pas exactement vrai. Les toutes dernières variantes, elles sont entraînées pour reproduire plus ou moins les textes sur Internet et pour nous plaire. Il y a un feedback humain qui a été fait, pas forcément dans des conditions les plus propres qui soient, mais il y a un feedback qui a été fait. OpenAI avait donné une ligne de conduite que son algorithme devait respecter, et des vérificateurs humains ont noté des réponses qui étaient proposées par une version initiale, et la version suivante essaye d'être la meilleure possible selon ces critères. Il y a une autre entreprise, Anthropic, qui a créé un moteur qui s'appelle Claude. Eux, ils ont tenté de créer cette vérification à travers des règles implémentées directement par l'ordinateur. Donc vous avez des gens qui décident de ce qui est bien ou pas bien et qui vont l'inculquer à ces moteurs de production de texte, et ce qu'on voit, c'est filtré par ces moteurs-là. Si je peux me permettre de compléter aussi,
c'est pas parce qu'on est dans une course effrénée jusqu'à la puissance de l'intelligence artificielle qu'il faut échapper en fait à toutes les régulations et à toutes les méthodologies qu'on a mis en place depuis 10 ans sur ce sujet-là. Je pense notamment, en fait, il y a d'une part l'arrivée de l'AI Act de l'Union européenne, hein, qui définit un cadre normatif par rapport à tout ça. Mais on a mis en place une méthodologie chez IBM hein, depuis quelques années maintenant, qui en 6 points. Comment je peux mesurer les biais? Et on peut le faire, hein, comme le disait Erwan, on peut mesurer les biais, simplement ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est pas parce qu'on doit mettre en production tout de suite qu'on ne doit pas mesurer les biais, donc ça doit être fait. Un deuxième point qui est important, c'est ce que j'appelle la robustesse. La robustesse d'un algorithme, c'est à quel point je peux transformer un peu la manière dont je parle à l'algorithme pour lui faire dire qu'il n'est pas prévu pour, à la base. Et ça se fait, vous avez vu les détournements au début de ChatGPT en disant, écoute, je veux que tu agisses comme quelqu'un de mal intentionné, etc. Il faut que les algorithmes bloquent en fait l'attaque par robustesse qu'on appelle ça. 3, et par rapport, c'est la privacy des données. Parmi des milliards de données qu'il y a dedans, il n'y a rien qui empêche que dedans, il y a effectivement une donnée personnelle qui se retrouve dedans. Je me rappelle d'une histoire où il y a eu un numéro de téléphone qui a été fourni par un assistant virtuel comme ça, alors que ce n'était pas prévu. C'est très difficile aussi de regarder. Mais ça n'empêche pas aussi de mettre en place ces mécanismes de vérification de la privacy des données. On peut mettre des couches d'algorithmiques supplémentaires pour vérifier la sortie. Est-ce qu'il n'y a pas de données personnelles qui sont sorties par l'algorithme, oui ou non? Donc, il ne faut surtout pas, même si ça prend de l'énergie, oublier toutes les bonnes pratiques qu'on a eues avec l'intelligence artificielle aujourd'hui et ne pas se céder finalement à la pression du marché de dire il faut absolument mettre en place ces cas d'utilisation, sinon on sera dépassé par les autres, au prix finalement de ne pas respecter les règles éthiques de l'IA. Donc on est fermement en fait, conscient de ça et c'est vraiment notre façon de travailler. Merci beaucoup et c'est tellement intéressant ce sujet. Et vous avez parlé un peu d'éthique de l'IA. Et donc je laisse la parole à Laetitia pour parler un peu des conséquences de l'IA pour l'humanité, et spécialement tout ce qui concerne si la machine à la fin va remplacer l'humain et quelles sont les conséquences pour le marché de travail. Merci. Oui. Alors, on n'en est pas encore à avoir des IA qui vont remplacer les humains. Donc déjà là-dessus, je crois qu'on pourrait quand même se rassurer. Mais il est vrai que le comportement, les activités, les actions de l'humain vont être bousculées, vont être changées. Alors, soit transformées, donc différentes de ce qui se passe, de ce qu'on fait aujourd'hui, d'une certaine façon, ou alors augmentées, c'est-à-dire améliorées, faites de manière plus facile, de manière beaucoup plus lisse. Donc, l'IA, en fait, vient là, en fait, et surtout, c'est cette classe d'IA, en fait, dont on parle, hein, ces IA génératives, et viennent vraiment plus comme des assistants, en fait, à ce que les humains font au quotidien. Et le fait est qu'on voit, en fait, hein, elle contribue, en fait, quelque part aussi à augmenter la créativité. Si vous avez déjà, par exemple, testé les IA génératives d'images, hein, voilà, vous demandez un peu ce que vous voulez, n'importe quoi, et il propose quelque chose. Et ça peut donner des idées, en fait, et ça peut donner des bases, en fait, pour pouvoir créer encore plus et créer encore mieux. Et donc, toutes ces évolutions, en fait, vont finalement, sans plus, je dirais, pour permettre à l'IA, en fait, de mieux cohabiter avec l'humain. Il faudrait qu'on en prenne compte, il faudrait que les humains en prennent compte. Et au niveau de l'entreprise, c'est vrai, c'est la question de savoir s'il y a des jobs qui seront perdus. Je dirais c'est un peu la même réponse. Hein. Au niveau de l'entreprise, au niveau des boulots, on part plus vers une transformation. Et ce que les entreprises pourraient être amenées à faire quand même, c'est peut-être mieux analyser les différents
job qu'elle propose, analyser, les découper en tâches, justement, pour pouvoir réellement, dans chaque catégorie, se demander qu'est-ce qui peut être impacté, augmenté, transformé à partir de l'IA. Donc, par exemple, dans le domaine des services clients, enfin, de customer service, c'est vrai que là, ce sont des boulots où on est en contact avec des humains. En fait, donc, le service client répond à des questions, à des requêtes de clients. Il y a des études en fait, qui montrent que voilà, ce genre de boulot en fait, peuvent être organisés en 13 tâches. Et donc, sur les 13 tâches, finalement, il y en a 4 qui, de toute façon, en fait, seront toujours couvertes par des humains, ne peuvent pas, en fait, ou en tout cas ont un potentiel trop bas pour être remplacés par une intelligence artificielle. Mais il y en a 4 autres qui peuvent être complètement automatisés. Donc, par exemple, de résumer une conversation qui a eu lieu, ou alors de classifier un email ou une information que le client a donnée. Ça se fait, ça s'automatise par l'intelligence artificielle. Et il y en a 5 de ces tâches qui seront plutôt augmentées. Donc, pour lesquelles, en fait, il y aura l'humain, mais l'humain sera beaucoup plus performant. Par exemple, en utilisant un résumé qu'aurait fait une intelligence artificielle d'une conversation avec un client pour justement apporter plus rapidement une solution beaucoup plus optimale au client. Et en plus de cela, on voit qu'il y a d'autres jobs qui seront créés autour pour pouvoir contrôler cela, pour revenir en fait au fait de savoir, de s'assurer en fait finalement que vu que ces IA elles sont assez et répètent un peu ce qu'elles ont appris finalement, mais elles donnent des réponses, pas forcément les bonnes réponses. Donc il y aura toujours en fait effectivement besoin de les contrôler, de les opérer. Et donc ça crée en fait d'autres activités, d'autres boulots en fait pour les workforce en fait au sein des entreprises. Merci beaucoup Laetitia. Et donc c'est vrai quand on parle de marché de travail, on ne peut pas parler juste des employés, mais on parle aussi des entreprises. Donc quelles sont les conséquences pour les entreprises, spécialement les grandes entreprises, les PME, et quelles sont des perspectives d'utilisation du coup de l'IA? Je laisse parole à Thierry. Merci. Juste pour revenir un petit instant sur l'emploi, parce que en fait, c'est vrai que ça a des importances pour comprendre ce qui va se passer pour les entreprises. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, on entend toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il va y avoir des destructions massives de jobs, notamment dans les professions intellectuelles, etc., etc. Or, comme mes collègues l'ont bien expliqué, en fait, effectivement, le but de l'IA générative, c'est pas de donner la bonne réponse, c'est de donner des réponses. Et donc de préparer le terrain finalement. Donc au mieux, on a avec ces algorithmes un bon apprenti, un bon stagiaire, mais finalement un stagiaire qui n'apprend pas ou qui apprend peu. Voilà. Donc je pense qu'il faut quand même démythifier ça. Il y a forcément des compétences, mais comme Laetitia vient de dire, finalement, ce qui finalement est remplacé, ce sont des tâches qui sont essentiellement répétitives et qui peuvent être automatisées. Mais je ne sais pas vous, je ne sais pas combien de tâches répétitives vous faites par jour. Ça ne me paraît pas vraiment évident. On est déjà dans une situation où nos journées de travail sont extrêmement peu répétitives et extrêmement intensives d'un point de vue cognitif. Et ça, c'est vrai, quelque part, la mauvaise nouvelle, c'est pas tellement que tout le monde va perdre son boulot, mais c'est plutôt qu'on va devoir travailler encore plus cognitivement, puisque tout ce qui est routinier va être remplacé par ces algorithmes. Donc, bonjour de ce point de vue-là, les burn-out. Je crois qu'on peut prévoir un certain nombre de problèmes de ce genre-là. Et pour répondre à la question de Darina sur les entreprises, je pense que c'est là où on se trompe en fait. C'est-à-dire que les entreprises ont tendance à penser que finalement l'impact négatif est sur les employés qui vont potentiellement perdre leur travail, alors que en fait, si on regarde toutes les technologies, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que quand on adopte une technologie, au départ, les entreprises les utilisent. Et il y a peut-être souvent des gens qui perdent leur travail,
Mais ensuite, quand ces technologies se démocratisent, ce que soit la musique numérique, les médias sociaux, les blogs, les vidéos, etc., c'est plus les gens qui perdent leur travail, c'est les entreprises qui perdent leur travail. Parce qu'elles se retrouvent du coup en concurrence avec tout un tas d'acteurs qui sont capables d'offrir des services, des produits, des activités qui auparavant étaient offertes par les entreprises. Merci beaucoup. Et à l'inverse, quels sont des bénéfices qu'on peut trouver du point de vue de l'emploi et du travail? Alors, je voulais un petit peu vous partager une histoire très, très personnelle. En fait, ça ne se voit pas forcément de très loin, mais je suis sourd profond de naissance. Et j'ai toujours été accompagné par l'intelligence artificielle depuis presque 25 ans, 30 ans même, dans non seulement l'apprentissage de la parole, avec l'IA de l'époque, hein, qui ressemblait juste à reconnaître les voyelles, mais ça me suffisait en fait pour commencer à parler. Et puis après, petit à petit, vous avez vu les systèmes de reconnaissance vocale que j'ai pu utiliser aussi pour travailler ma parole, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, au jour où je suis, c'est-à-dire que sans l'avancée de l'intelligence artificielle, je ne serais pas capable de suivre des très grands événements comme celui-ci. Il va plus tard qu'il y a 3 semaines, justement en utilisant les dernières technologies d'IA qui sont absolument phénoménales en termes de reconnaissance vocale, j'ai pu réellement suivre un colloque en anglais qui était dans une salle avec énormément de bruit, en utilisant simplement une tablette et puis connecté à Internet qui avait un algorithme de reconnaissance vocale extrêmement perfectionné. Et j'étais assis devant parce que j'utilise beaucoup la détecteur labial. Mais le système, même une question qui était au fond de la salle avec quelqu'un qui me parlait, qui n'avait pas de micro, le système était suffisamment sensible et suffisamment précis pour que presque 95% de la question soit retranscrite sur ma tablette avec la phrase. Donc, tout ça pour dire qu'il faut aussi voir les bénéfices en termes d'inclusion dans le travail de ces technologies. Et je pense notamment à la surdité, mais il y a aussi la reconnaissance visuelle pour tous ceux qui sont malvoyants. Mais il y a aussi d'autres types de handicap ou de différences sur lesquels l'angoisse de la page blanche, tout le monde en parle. C'est aussi une façon de se dire, je me retrouve bloqué, on me demande quelque chose à faire et je ne sais pas par où commencer. Eh bien, me dire, tiens, avoir une petite question, une IA qui me dise 3 petits trucs sur lesquels je commençais et rajouter ma créativité humaine, pareil, je pense que ça va déclencher aussi une nouvelle vague de talents au sein de l'entreprise. Donc il faut voir aussi cette opportunité d'utiliser l'IA en termes d'inclusion. Si je voulais juste rajouter et peut-être mettre un peu l'emphase sur le fait qu'effectivement, pour les entreprises, c'est quand même un gros changement. Et je pense que l'un des risques qu'elle court, comme l'a dit Thierry, est concurrentiel. Donc, du fait que si elles ignorent en fait ces technologies, si elles ne les intègrent pas finalement dans leur stratégie de transformation ou de digitalisation ou d'évolution, le risque est grand finalement de perdre en concurrence par rapport à d'autres qui auront pris finalement ce virage. Sachant en plus que ces technologies, en fait, elles ont une énorme capacité, bien qu'on ne sache pas finalement ce qu'elles donnent, mais il est important de comprendre tout de même quelles sont leurs capacités pour pouvoir anticiper sur à quel endroit dans les process de l'entreprise il serait beaucoup plus optimal de les positionner. Et ça va être vraiment l'enjeu pour les entreprises. Merci beaucoup Laetitia. Et donc si on parle d'utilisation de l'IA par les entreprises, est-ce que ça présente un risque environnemental de cette potentielle utilisation massive? Et quels sont des risques, du coup, peut-être Thierry pourrait commencer. Sur l'environnement, alors là j'avoue que j'ai plutôt envie de laisser la parole à mes collègues parce que voilà, la question finalement c'est béotien, j'imagine que faire une recherche sur Google et faire une recherche, poser une question à ChatGPT, ça ne consomme pas exactement la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour donner des ordres de grandeur, alors on ne sait pas exactement ce qui tourne derrière ChatGPT, donc tout ça c'est un peu au nez. Mais on estime qu'il y a entre 30 000 et 60 000 cartes graphiques énormes qui tournent pour que ça fonctionne. Vous avez peut-être vu qu'en ce moment, c'est limité. Ils sont au max de leur capacité. Ils ne sont même plus capables de répondre, même aux gens qui payent un petit peu. Il faut payer beaucoup pour avoir une garantie de réponse. Ces 60 000 cartes graphiques, encore une fois, c'est des ordres de grandeur.
chacune consomme à peu près comme un être humain. Donc c'est l'équivalent de 60 000 personnes en consommation. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Ça se discute. Voilà, il n'y a pas de truc. Sur la partie entraînement, on est sur des milliers de cartes pendant des mois. Donc pareil, je pense que si on fait des ordres de grandeur, ça doit être l'équivalent de population d'une dizaine de milliers de personnes sur une année. C'est partagé, mais il y a un impact réel, beaucoup plus important que effectivement une requête Google classique. Il y a aussi, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que le calcul sur GPU n'est pas forcément optimisé pour de l'intelligence artificielle de ce type-là. Il y a encore beaucoup à faire dans la recherche, non pas en IA, mais dans le hardware associé à l'intelligence artificielle. Et je pense notamment aux processeurs qu'on appelle neuromorphiques ou des processeurs analogiques, qui sont en fait la façon dont est conçu le processeur est plus proche en fait de la façon de travailler finalement de ces algorithmes. Et il y a des pistes, notamment à travers les processeurs analogiques, d'une diminution par 100 de la puissance de calcul nécessaire par rapport à ce type d'algorithme. Bon, c'est encore au stade de la recherche, il y a déjà des premiers processeurs qui existent, mais je ne serais pas étonné de voir dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à venir une nouvelle génération qui repense le fondement même du calcul, qui sera beaucoup plus adapté et qui diminuera très fortement en fait, l'empreinte énergétique de ce type de calcul. Peut-être pour rajouter une petite note optimiste aussi, je pourrais dire que il y a la recherche au niveau de l'hardware, mais aussi on commence même à avoir des modèles en fait beaucoup plus sobres, c'est-à-dire en fait qui prennent en compte moins de paramètres et qui atteignent finalement des performances équivalentes ou voire supérieures à ce qu'on peut voir. Si on prend l'exemple du modèle de Llama versus ChatGPT, en fait, le nombre de paramètres en fait, utilisés par Llama est beaucoup moins important que celui de ChatGPT. Donc derrière, a priori, on aurait une consommation beaucoup moins importante en termes d'énergie. Donc voilà, la recherche avance. Donc on peut espérer qu'au fur et à mesure, ces modèles soient beaucoup moins consommateurs. Et aussi, en fait, peut-être est important de signaler que les ChatGPT, en fait, en particulier, c'est une application qui tourne sur un modèle. C'est des modèles qu'on appelle des large language models, des modèles de fondation, parce qu'ils intègrent souvent beaucoup de paramètres, sont capables de faire beaucoup de choses. Et là, il est important de voir que les applications, en fait, ne nécessitent pas de réentraîner complètement le modèle qui est en dessous. Donc, ce modèle, en fait, de proposer des API pour pouvoir créer des cas d'usage des applications au-dessus, permet de peut-être déjà un peu mitiger la partie entraînement, parce qu'a priori, dans ce cadre où on a des modèles disponibles finalement ouverts, on va dire, assez disponibles et utilisables via des API, et bien, il est quand même possible de pouvoir en bénéficier sans avoir à refaire l'entraînement de zéro. Merci beaucoup Laetitia, merci à tous les intervenants. C'est vrai que le sujet est très intéressant et on peut en parler, je ne sais pas, quelques heures. Mais je pense qu'on est ouvert aux questions de l'audience. Donc. Bonjour, donc Xavier Bitricot, directeur scientifique de Suez. Moi, j'avais une remarque et une question. Une première remarque, c'était sur l'usage, la dernière question que vous avez mentionnée sur la partie impact écologique ou impact énergétique des technologies. Il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné qui est l'effet rebond, c'est-à-dire qu'on améliore souvent l'efficacité individuelle d'une technologie, mais comme on voit là sur ChatGPT, la rapidité d'usage est tellement forte qu'en fait, l'impact global, l'effet rebond qu'on appelle, peut être plus fort, même si individuellement, l'impact est diminué. Ça, c'est une première remarque. Et ensuite, une question que je voulais vous poser. Moi, j'ai utilisé ChatGPT un petit peu, et je me suis posé la question, le corpus de langue qui est utilisé, est-ce qu'il est exclusivement anglophone?
est-ce qu'il est multilingue? Parce que j'ai eu des résultats assez bizarres. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il partait d'un corpus anglophone. Et je voulais comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis l'impact, en fait, aussi sur la souveraineté, c'est-à-dire que les mots, c'est la pensée, le langage. Est-ce qu'il est pertinent d'imaginer un ChatGPT francophone? Alors, il n'y a pas de documentation totale sur les corpus qui sont utilisés, mais ChatGPT, c'est clairement quelque chose qui est multilingue. Je ne sais pas jusqu'à quel degré de rareté ils ont été. Il y a des modèles qui ont été entraînés sur des langues rares, mais celui-là, il est plutôt sur les langues classiques. Les langues européennes, asiatiques ont l'air d'être couvertes de manière assez forte, en tout cas, et les retours sont bons sur toutes ces langues. Il n'empêche que le corpus doit être biaisé vers l'anglais, qui est la langue la plus facile à aspirer, donc biaisé vers une pensée anglophone. J'ai fait des expériences sur des rédactions de lettres de recommandation. Clairement, c'est le style anglophone, même quand on est en français. Voilà, on voit le style. C'est une traduction. Ça ressemble beaucoup à une traduction en français d'une lettre anglophone. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est pas scientifique, c'est une petite expérience comme ça pour essayer de voir ce qu'il y a sous le capot. Pour donner un peu plus de détails techniques derrière ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont utilisé une technologie qu'on appelle les transformers. Et les transformers font des couches qu'on appelle d'abstraction. Donc, la première couche, entre guillemets, de lecture du texte ou de la question, en fait, c'est une couche de compréhension du langage qui, elle-même, en fait, est multilingue. C'est-à-dire qu'on va remonter, en fait, à des niveaux de concepts. Par exemple, un chat, le concept de chat, voilà, quelle est sa traduction en français, en anglais, etc. Et après, c'est les couches au-dessus qui apprennent, elles, à corréler, je n'aime pas du tout le terme de raisonner, parce que c'est pas du tout, ça ne raisonne pas, ça fait plutôt des corrélations. Mais c'est les couches au-dessus qui vont décider de quels sont les concepts qui vont être manipulés dans la génération sous-jacente et après qui vont retranscrire dans la langue, entre guillemets, de discussion. Donc, tout dépend en fait du corpus d'apprentissage. Et un de mes travaux, justement, c'est de m'assurer que les corpus d'apprentissage de ces algorithmes contiennent un minimum de connaissances d'une certaine langue dans la technologie, dans le domaine donné. Ça peut être la pharmacie, ça peut être l'industrie, ça peut être l'aéronautique, etc. Mais il n'y a pas besoin que 100% du corpus d'apprentissage soit en français pour qu'ils comprennent le français. Si on a quelque chose sur lequel on a 80% d'anglophones, mais ça donne un petit peu la relation entre les concepts, et puis d'en dessous, il y a une représentativité de toutes ces langues qu'on a besoin, vu la puissance d'entraînement qui est associée à ça, on peut dire que c'est effectivement qu'il y a que c'est multilingue jusqu'à un certain niveau. La seule question qu'il y a, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de traduction dans le domaine considéré? Si vous allez demander des choses sur la géophysique ou la physique des particules, le boson, etc., le boson de Higgs, etc., il ne faut pas vous attendre que la réponse en français soit suffisamment pertinente parce que justement, il n'y aura pas eu assez de corpus d'apprentissage en français scientifique associé à ça. Mais dans la langue de tous les jours, ça marche très très bien. Merci beaucoup. D'autres questions ? Bonjour, merci, c'était passionnant à nouveau. J'ai deux questions. La première, c'est vous avez dit qu'on ne comprend pas bien comment ça marche. J'ai l'impression d'entendre ça depuis quelques années déjà sur les réseaux de neurones, que mathématiquement, on ne comprend pas bien. Ma question est, est-ce qu'on est très 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 loin de comprendre ou est-ce qu'on est proche ou est-ce qu'on s'en rapproche? Où en est-on? Et ma deuxième question, si je peux, c'est sur l'aspect réglementation. Je crois que l'Italie a récemment plus ou moins interdit l'usage. Voilà, si vous avez un mot à dire là-dessus, ça me semble intéressant. Donc, pour le premier histoire qu'on ne comprend pas ce qui se passe, c'est très résumé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait que c'est fait par une suite de calculs dans lequel il n'y a pas de symbolisme, donc pas de logique formelle dont on a l'habitude. Donc ce vocabulaire de boîte noire, d'incompréhension, il est vraiment en comparaison avec une IA symbolique qui a été l'IA dominante dans les années 70-80, dans lequel on avait des règles, dans lequel toute décision pouvait la tracer avec l'ensemble des règles qui avaient été la cause de cette décision. On n'est plus du tout dans ce cadre-là. Donc si on cherche une explication au sens revenir à des règles, c'est désespéré. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on maîtrise quand même la technologie, on sait ce qui se passe,
et on observe que ça fonctionne bien. Pour compléter un peu, certes, c'est pas complètement explicable, mais c'est pas parce que c'est difficilement explicable qu'il ne faut pas essayer de faire l'effort de rendre explicable. Il y a des techniques qui existent aujourd'hui pour comprendre d'où viennent en fait les données qui ont été servies à générer tel ou tel bout de phrase. Et ça, même si on n'aura pas, on dira oui, non, ça n'a pas combiné ça exactement, mais au moins que le système nous dise que ça a combiné tel paragraphe de tel document, plus tel paragraphe de tel document, plus tel paragraphe de tel document, plus tel, pour arriver à la réponse qu'on veut. Ça, c'est des choses qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, ça ne vous donnera pas toute la logique, mais au moins, vous aurez un petit contrôle sur les sources qui ont été utilisées pour faire ça. Pardon. Et peut-être pour répondre sur l'aspect régulation, je pense que pour l'aspect régulation, il y a deux aspects à prendre en compte. On a l'IA générative telle qu'elle est offerte par des acteurs comme OpenAI, c'est-à-dire une IA générative qui est centralisée. C'est-à-dire qu'il faut passer par la plateforme, et donc du coup, pour un régulateur peut ordonner à OpenAI d'avoir un certain comportement et d'interdire certaines dérives. Mais pour moi, ces plateformes génératives centralisées, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a tout un tas de modules pré-entraînés qui sont disponibles, qui sont de plus en plus utilisés. Alors par exemple, DALL-E pour les images, ça passe par GPT, donc chez OpenAI, mais Stable Diffusion peut être exécuté en local. Llama, le modèle de langage de Facebook, Meta a fuité, et pareil, est exécutable en local. Donc réguler des acteurs plateformes, oui, mais la technologie, elle est en train de se répandre avec des modules préentraînés qui sont donc réentraînés, qui peuvent être rediffusés. Et là, inutile de dire que réguler, c'est à peu près aussi illusoire que d'empêcher le piratage. On a essayé, ça marche relativement mal. Merci beaucoup. Et on attend pour la dernière question. Donc. Oui, merci beaucoup. C'est un sujet fascinant, évidemment. On entend, alors si je ne me trompe pas, c'est ChatGPT 3 aujourd'hui qui est utilisé. La version 4 est annoncée pour sortir. La version 5 est dans les tuyaux. Et ce qu'on peut lire, c'est que la version 6 va être générée par la version 5. Est-ce que c'est du hype ou est-ce que c'est un mythe? La 4 est déjà là. Oui. Elle est déjà utilisée, en fait. Ils l'ont mis en production immédiatement. La 5 est pas officiellement annoncée, mais il y a une version intermédiaire qui est annoncée pour septembre. Donc les gens parient pour une nouvelle version en 5. La 6... Encore une fois, la 4 n'a pas du tout été documentée. C'est la première fois qu'il y a un modèle qui n'est pas documenté. Donc la croyance, c'est que c'est juste plus de calcul. Donc il y a toutes les chances que le 5, ce soit juste plus de calcul, le 6, juste plus de calcul, et pas d'auto-formation. Les quelques cas d'auto-formation, et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus, c'est qu'en fait, on peut faire manger à GPT ses propres réponses, et il peut prendre ça comme un contexte pour répondre un petit peu mieux, mais il n'y a pas d'amélioration en termes de code. Pour finir, en fait, c'est dans le logiciel, c'est Doris, le poisson dans Looking for Nemo. Il a, version chaque GPT, il a 50 pages de mémoire, en réalité. Tout ce qui s'est passé quand il écrit du texte 50 pages avant, il l'a complètement oublié. 50 pages, c'est énorme, mais on en a beaucoup plus, nous, d'apprentissage en cours de vie. Donc c'est quand même très, très différent. Donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour cette discussion vivante. Et voilà, merci beaucoup.